L'hypercontrôle chez le complexe, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec plus d'essence. Parce que ton cerveau pense que plus d'activité égale plus de sécurité. Puis chez le laminaire, on sait que fermer la pompe puis mettre une couverte sur le feu, ça serait peut-être une meilleure réponse. Bienvenue dans Chronique Rayée, le podcast pour les zébrés, les cabossés brillants et les curieux en quête de sens. Avec Marie-Claude et John, on démystifie la douance au Québec, mêlant science, vécu et anecdotes qui font sourire ou réfléchir. Nous ne sommes pas des experts, simplement deux passionnés qui partagent leurs réflexions et expériences. Si vous vous sentez concerné par la douance ou traversez une période difficile, nous vous encourageons vivement à consulter un spécialiste qualifié. Bienvenue dans Chronique Rayée, le podcast qui gratte là où ça pique, avec bienveillance et curiosité. Aujourd'hui, on prend un regard différent envers le haut potentiel intellectuel, le HPI, en explorant le point de vue de Fanny Nussbaum, Olivier Révol et Dominique Sapé-Marinier et leur livre intitulé Les philo cognitifs. Ils n'aiment que penser et penser autrement. Donc, avant de passer à ça, John, on se rappelle que la dernière fois, on a parlé des caractéristiques des HPI, de Melpoina, qui soulignait que c'est pas mal plus complexe que juste avoir un QI élevé. Nous avons tous, zébrés ou non, des caractéristiques et des façons de percevoir le monde. Certains et certaines ont une hypervigilance ou une hypersensorialité par rapport aux événements qui se passent autour d'eux, puis ont une façon de penser différente. On réitère que c'est pas un diagnostic ou une maladie, mais bien une différence. Donc, on continue aujourd'hui notre voyage de découverte et d'apprentissage. Parce que comprendre la douance, c'est déjà commencer à mieux se comprendre soi-même. Et pour ceux qui se sentent pas concernés directement, c'est une occasion précieuse de mieux comprendre les personnes à haut potentiel, leurs défis invisibles, leurs rayures singulières, et peut-être même de changer la façon dont on les perçoit au quotidien. Donc, un petit rappel de la dernière fois. Pour moi, les caractéristiques qui m'ont marqué, un genre de top 3, là, c'est probablement mémoire et curiosité, puis qu'on a dit capacité à parler de plein de sujets. Ça m'a marqué de façon un peu culturelle, puis que je m'intéresse un peu à tout. Le deuxième, c'était procrastination, besoin de deadline. En me préparant pour ce podcast, je te dirais que il y a un moment donné, je me suis dit, j'ai encore une couple d'heures, puis là, il me restait plus une couple d'heures, fait que là, je commence à produire, là, Même rapidement. chose ici. OK, tu vois. Puis la question de la légitimité, que pour moi, est-ce que je suis légitime, le syndrome de l'imposteur, est-ce que j'en connais assez? Ça, c'est toujours présent, là, qui me frappe. Moi, de mon côté, fait que la procrastination et le besoin de deadline, moi aussi, je me rends compte que j'ai besoin de ça. Mais moi, les choses qui m'ont marqué, moi aussi, mon top 3, là, c'était l'hyperpensée, le cerveau qui s'arrête jamais, même la nuit. Ça m'a beaucoup parlé, puis on va en parler plus tard là, dans le podcast d'un autre angle. Le déficit d'inhibition latente, donc difficulté à faire abstraction de certains bruits ou certaines choses qui se passent autour de soi quand on essaie d'avoir une conversation avec quelqu'un. Puis l'hyper-empathie et l'éponge. Puis ça, ce que j'ai trouvé intéressant, là, puis on va en parler plus tard parce que dans le livre, il mentionne sympathie versus empathie. Fait que toi, tu es plus empathique, John, tu comprends la douleur ou le problème de l'autre. Moi, je suis très sympathique. Non seulement je le comprends, mais je le prends sur moi et je le vis comme l'autre personne. Donc, c'est très envahissant. Est-ce que c'est la même chose que l'empathie cognitive puis l'empathie émotionnelle? Ben, on avait déterminé la dernière fois qu'on pense que oui, mais on n'a pas fait de recherche plus là-dessus encore aujourd'hui. Ouais. C'est bon, c'est peut-être. Mais ça ferait du sens. C'est la même chose en passant au travers le livre. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont. Il y a du commun, mais les mots sont différents. Fait que c'est la façon dont les auteurs approchent ça, donc la façon dont ils décrivent. Je trouve qu'il y a des similarités, peut-être plus que les mots nous laissent croire. Ouais. Puis je vais faire un petit disclaimer avant que tu partes avec le livre. Écoute,
Vous allez comprendre plus tard quand on va nommer nos deux profils dont on parle dans le livre. Mais moi, je vais faire un disclaimer. Je ne l'ai pas lu, le livre. C'était beaucoup trop demandant pour moi. Il y avait quand même beaucoup de vocabulaire, je dirais, plus académique / scientifique. Ça, c'est plus toi, John. Fait que je me suis beaucoup fiée sur toi là-dessus, mais j'ai demandé à ChatGPT de me faire un beau résumé qui était finalement très bien. Là. Ça me donnait une belle vue d'ensemble. Bon, j'ai pas eu tous les beaux exemples et tout ça du livre, mais quand même, ça m'a donné une belle vue d'ensemble. Donc, John, je te laisse aller. C'est toi qui vas plus... Ouais, moi, je l'ai lu pas complet, mais à 70% là, à peu près. Puis, ce que je trouve, oui, les sommaires de ChatGPT ou Notebook LLM ou Claude, c'est bien, mais je trouvais qu'il manque des choses, des points, moi, qui m'ont vraiment frappé, qui n'étaient pas dans les sommaires. Fait que c'est des choses comme ça. Je suis heureux de l'avoir lu. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de temps parce que oui, c'était beaucoup plus académique dont je m'attendais. Puis on n'en parle pas vraiment dans... On n'avait pas parlé avant dans la planification, mais le livre est structuré de façon à dire voici la description, voici des définitions, voici des conseils qu'on donne pour des enfants, des adultes. Puis aussi, il y a des sections qui parlent de la neuroautonomie, on dit ça de même, là, les sections du cerveau, qu'est-ce qui fait quoi. Ouais. Puis nous, on ne parlera pas beaucoup de ça, là, juste parce que, honnêtement, on n'en connaît pas assez, probablement. Puis, c'est pas évident. Donc, pour des questions de simplicité, là, mais le livre en parle beaucoup. C'est intéressant, mais j'aurais de la difficulté d'en parler longuement ici. Fait que sachant tout ça, pourquoi on a décidé de lire ce livre-là? Bon, on le savait pas au début, là, que ça allait être aussi académique, on vient de le dire, mais pourquoi on avait décidé de s'en aller vers ce livre-là puis de vouloir en parler? Ben, vraiment deux raisons pour moi. Là, c'est une perspective différente. Puis pour bien comprendre un sujet, je pense qu'il faut être en mesure d'aller voir les différentes perspectives. Il y a des choses que les auteurs n'aiment pas chez les autres auteurs, qui est super intéressant de voir ça. Puis ça nous permet de questionner, pas nécessairement c'est quoi la bonne perspective, mais d'avoir une autre idée. Puis deuxièmement, tu l'as eu dans ton évaluation, puis on l'avait découvert dans le passé qu'il y a des descriptions des gens puis que ça nous parlait beaucoup. On lit à travers puis on est capable de dire ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi, ça c'est moi. Donc, c'est deux choses-là, je pense, qui nous amenaient à lire ce livre-là. Oui, puis aussi parce au départ, on voulait parler des deux profils, les deux profils de HPI, donc complexe versus laminaire. Donc, le livre, c'est ça que ça couvrait, en passant, là, comme tu disais, par d'autres explications et informations. Fait que dans le fond, le livre, il propose moins un diagnostic, mais plutôt une grille de lecture psychologique. Il y a certains cerveaux qui brillent par turbulence, d'autres par fluidité, mais tous naviguent avec une intensité cognitive qui peut autant être un levier qu'un fardeau à certains moments. Mm-hmm. Donc, comme tu disais, dans le titre, il y a philo-cognitif, donc philo pour intérêt marqué pour quelque chose, et cognition, qui est un ensemble des opérations mentales conscientes et non conscientes. OK. Fait qu'on a un intérêt puis la façon dont on pense aux affaires. Ouais. OK. Puis il y a des mots, moi j'ai trouvé, il y avait une certaine critique au début par rapport aux autres. Puis il y avait des mots là-dedans qu'on retrouve, là, surdoué. Quelqu'un qui est surdoué de quoi? On parle de gens dans des contextes qui performent plus que la moyenne ou de façon précoce, lisent plus vite quand ils sont jeunes, parlent plus vite quand ils sont jeunes, sont capables de se mettre debout avant les autres. C'est une précocité, mais c'est pas assez précis pour dire que c'est un don à la naissance. C'est ça, quand on parle de doué ou un don, c'est un cadeau. Puis les auteurs n'aiment pas ça. Même chose que précoce, c'est trop générique. Il y a une avance sur les autres, puis ça pourrait être n'importe quoi. Ça pourrait être... Est-ce que c'est tout au long de la vie? À l'âge adulte, c'est difficile de dire ça. Bien d'accord. Mesurer à l'âge de 25 ans, si quelqu'un fait de quoi que l'autre fait à 30 ans, on n'a pas vraiment ces mesures-là, donc c'est difficile de dire que ça s'applique. Puis la notion de zèbre, que
je trouve intéressant parce qu'après, il utilise des exemples d'animaux, là, mais bon, que le zèbre, c'est pas accepté dans la communauté scientifique. De dire que quelqu'un est zèbre, là, c'est pas une description scientifique. Donc, puis on parle ici de la comparaison, pour eux, c'est fautif. Les zèbres ne sont pas si spéciaux. Là. C'est un peu... Non, puis c'est intéressant parce qu'il y a énormément de gens qui l'utilisent. Nous, dans notre podcast, d'ailleurs, il y a d'autres podcasts que c'est ça. Si on se souvient, Mel Poina, ça s'appelait Suivez le zèbre. Il y a d'autres livres aussi qui utilisent cette terminologie-là. Puis comme tu dis, moi aussi, j'ai trouvé ça très intéressant et contradictoire parce que dans le livre, vous allez voir les deux profils, il y a un animal qui se... Et c'est ça, il n'aime pas le zèbre en tant que tel, mais d'autres animaux, c'est correct. C'est ça. Fait qu'on a trouvé ça drôle un peu. OK. Ouais. Puis le haut potentiel intellectuel, eux, n'aiment pas le mot potentiel. Car ça nous dit que la personne ne démontre pas ce qu'elle est vraiment capable de faire. Puis, comment tu fais pour mesurer quelque chose qui n'est pas là? T'sais, on pourrait dire de n'importe qui, là, cette personne-là a un haut potentiel. Ben, on ne le sait pas. Ça n'a jamais été évalué. Puis quand tu fais les tests, tu fais les évaluations, là, c'est plus vraiment un potentiel. Là, c'est rendu réalisé parce qu'on l'a évalué. Et c'est ça, le côté scientifique, c'est difficile de dire ça. Puis, peut-on dire que quelqu'un qui a développé certaines capacités les a développées pleinement? On ne le sait pas. Pour un enfant qui se développe, ça a une certaine cohérence là, parce qu'il y a beaucoup de mesures. À l'âge de 6 ans, devrait être capable de faire X, Y, Z. Ben, c'est quand même intéressant hein, parce que, tu sais, pour précoce, et maintenant pour HPI ou potentiel dans ce cas-ci, pour les enfants, ça s'applique mieux que pour des adultes. En tout cas, intéressant. Puis on le comprend pourquoi. Là, je veux dire, comme tu dis, il n'y a pas de mesure en adulte, puis c'est ça. Donc, finalement, le livre donc, parle des philo cognitifs. Ça propose une relecture du haut potentiel intellectuel en s'éloignant des étiquettes comme surdoué, précoce ou même HPI, comme tu viens de le dire. Parce que les auteurs jugent ça trop réducteur pour introduire le concept de philo cognitif, c'est un fonctionnement caractérisé par un besoin massif de penser, de percevoir et de faire des liens. On va prendre un pas de recul là-dessus. Juste une répétition parce que c'était compliqué, je pense. C'est un besoin massif de penser. Après ça, de percevoir. Et ensuite, faire des liens. Puis on va en parler pas mal. On va en parler justement avec des exemples et tout ça. Puis là, les auteurs observent, on parlait des hyper. Parce que c'est beaucoup ça, là, quand on parle de haut potentiel intellectuel ou de douance ou de zébré, il y a des choses qui sont hyper. Là. Ben, hypersensibilité, hyper-empathie. Hein, on en a parlé dans les caractéristiques d'ailleurs. Fait que oui. Puis on parle ici de 3 caractéristiques observables. Eux autres parlent de ça. C'est très dans le scientifique. Le premier, c'est hyperspéculation. Donc, penser, c'est un besoin. Ou c'est une compulsion. Il faut l'avoir. Puis on a En fait, on peut même pas l'arrêter. C'est pas, moi, je dirais plus, je peux même pas l'arrêter, mon cerveau. Ça fonctionne comme ça s'arrête jamais. OK. Puis une tendance naturelle à s'interroger, à mettre en question des certitudes. Pourquoi on pense ça? Pourquoi c'est de même? Puis je parle, ça fait partie de la méthode scientifique aussi, là. On sait que la science, on a une réponse de ce qu'on sait maintenant, mais cette réponse-là pourrait changer. Là. Puis c'est justement des gens qui sont hyper spéculatifs. Je ne sais pas si c'est un mot, mais ça l'est vraiment, ça l'est en ce moment. Si ces gens-là, ça fait des très bons scientifiques, je ne sais pas, ça vient de me sauter en tête. Là. Mais les gens veulent savoir comment les choses fonctionnent et pourquoi. Donc, ils ont un esprit critique aiguisé, puis des questionnements philosophiques. Ça peut aller dans plein de directions. Dans celui-là, tu avais un exemple par rapport à l'hyperspéculation? Oui, j'avais un exemple par rapport à l'hyperspéculation. Donc, un exemple, ça pourrait être, je me trouve un nouveau hobby, puis d'ailleurs, j'en avais un, là, faire des boucles d'oreilles avec 2 de mes amis. Fait que, écoute, on est parti, on était tout allé acheter, j'ai regardé des vidéos YouTube, j'ai regardé d'où ça venait parce que ça venait d'une une dame autochtone au départ, là, une de mes amies avait eu l'idée. On achète tout ça, je reviens ici, je suis tout équipée. J'en ai jamais fait.
Mais tu sais comment faire. Si tu voulais vraiment, là, Oui, tu pourrais. je OK. pourrais. OK. Oui. Ouais. Mais t'as passé à autre chose. Ben là, j'ai passé à autre chose. Mais gars, c'est là, un autre jour, je vais le ressortir. Ça m'est déjà arrivé. J'ai ressorti des choses dernièrement que j'avais achetées il y a super longtemps pour faire, puis là, je les ai faites. Ouais. Puis il y avait un sous, j'ai appelé ça un sous-hyper, là, que j'avais remarqué dans le livre, qui est l'hyper-contrôle. Donc, c'est pas une des caractéristiques observables, mais ça m'a parlé. Fait que je voulais le ressortir. Hyper-contrôle, c'est la rage de maîtriser. Un besoin de prendre ou reprendre contrôle sur les événements, ses peurs, par la pensée. Fait que l'analyse, la rationalisation, planification, anticipation, le perfectionnisme. Puis l'exemple qu'on s'était donné en jasant dans la préparation, c'était le courriel de 3 lignes qui prend 45 secondes. Excuse, 3 lignes qui prend 45 minutes. Je devrais dire, pas 45 À minutes. écrire, ouais. Oui. Il est écrit comme faux. Ça va être quoi la réaction? Je devrais-tu changer cette phrase-là? Est-ce que ça, c'est clair? Écoute, oui. Où il y avait c'était là qu'on avait aussi l'exemple du texto. Oui, ou dans l'hyper-spéculation aussi, oui. Donc, si tu Ouais. m'écris OK, point, au lieu de OK, 2 points d'exclamation, bonhomme sourire, ça se peut que je roule là-dessus un bout pour me demander, voyons, était-tu fâché? Était-tu ça? Il voulait-tu dire quelque chose? J'ai-tu dit quelque chose? J'ai-tu fait quelque chose? Pour finalement apprendre que tu étais juste occupé. J'étais à la caisse au Costco au crime, puis je pouvais pas. Mais dans ma tête, je voulais te répondre. Fait que je t'ai répondu. Mais toute la suite d'événements après, là. Oui. OK. Puis j'aimerais ça rajouter quelque chose, en fait, qu'on s'était pas dit, mais tu sais, si j'en prends mon exemple de boucle d'oreille, là, avec l'hyper-contrôle, là, souvent, je suis bloquée parce que là, je lis, là, tu sais, perfectionnisme, planification, analyse. Hey, là, je bloque parce que là, ça sera pas parfait. Je sais pas comment faire, là. Je viens d'acheter ça, mais c'est la première fois que je fais ça. Fait que là, je fige par la peur. Écoute, ce podcast-ci est un très bon exemple. Combien de temps ai-je repoussé notre premier épisode? Et je sais que c'est moi, là. J'étais paniquée à l'idée de, ben, je sais pas comment, j'ai jamais fait ça. Il faut que ça soit parfait. On va dire quoi? On va faire quoi? Puis, c'est ça. Fait que c'est de l'hyper-contrôle. Oui, puis il y a des choses dans le livre que les auteurs donnent pas les mêmes mots, mais que c'est très semblable à ce qui est écrit ailleurs. Fait qu'on voit les choses soit qui se ressemblent, soit que c'est la même chose, mais dit d'une façon différente. Puis ça, c'est ça, quand on parle des caractéristiques de Melpoina, là, le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, Ouais. tout est là. Puis ici, on le dit comme hyper-contrôle. Fait que Puis, on va se le rappeler, là, hein? L'hyper-contrôle chez le complexe, là, on va pas donner le punch tout de suite, on va parler complexe laminaire. Hein? On l'a dit en entrée de jeu, c'est comme essayer d'éteindre un feu avec plus d'essence, parce que ton cerveau pense que plus d'activité, ça égale plus de sécurité. C'est ça. Ouais. Je vais rationaliser jusqu'à temps que ça fait du sens ce que je suis en train de faire. Ouais. La deuxième caractéristique observable, l'hyperacuité. Donc, on ressent plus au niveau de l'émotion, que ce soit de la motricité, des perceptions sensorielles. Fait que l'hypersensibilité émotionnelle, c'est ici. C'est dans ça. On ressent trop des fois. Puis ça peut être nuisible aussi là, quand on ressent trop. C'est correct comme l'exemple. Peut-être que tu veux parler de ton exemple. Ben, j'ai plusieurs exemples, mais tu sais, un en particulier, moi, je le perçois tout de suite quand quelqu'un change d'attitude, par exemple. Comme exemple, j'y parle, puis là, je le vois que ça ne l'intéresse plus, je le vois dans son visage, dans son corporel, puis les autres, ils le voient pas, là, c'est pas nécessairement. Moi, je le sens tout de suite, tu sais. Donc, ouais, c'est ça. Puis si quelqu'un arrive fâché, par exemple, dans une pièce, c'est sûr que je ramasse tout ça, là. OK. Ouais. OK. Puis moi, c'était un exemple de comment on appelle ça? Hyperacuité, qu'il y a des bruits qui ressortent du fond, là, puis je les entends là, très, très clairs. Puis c'était... j'étais dehors, on avait eu une alerte d'incendie, puis tout le monde de l'immeuble était rendu dehors. On était à côté, peut-être à 3 mètres d'un camion de travailleurs. Puis moi, tout ce que j'entendais, là, c'est... Le pneu est en train de se dégonfler. Puis j'ai été voir, puis il y avait une vis dans le pneu, puis je l'ai dit au travailleur, là, puis il l'a réparé. Mais les deux personnes à qui je parlais à côté là, m'ont demandé comment tu as fait pour entendre ça? Puis pour moi, c'était clair, c'était la seule affaire que je pouvais entendre à ce moment-là.
c'était le petit hiss. Il y avait quelque Ouais. chose là, de pas normal dans l'environnement où on était, puis qu'il y avait quand même beaucoup de trafic, il y avait du bruit. Mais ça, là, je l'entendais clair, clair, clair. Puis en termes de, justement, hyperacuité au niveau du son, là, moi, être dans une voiture avec une radio qu'on n'écoute pas vraiment, puis on essaie de se parler, là, puis ça veut pas dire qu'elle est forte, là, mais j'entends juste les gens qui parlent très doucement derrière, ça me déconcentre complètement. Tu sais, fait que c'est des exemples comme ça. Là. OK. OK. Puis là-dedans, il y avait un sous hyper. Il n'y en a pas pour toutes, là, mais il y en a pour 2 sur 3. Que je trouvais intéressant, puis je vais essayer de le dire comme il faut. Hyper proprioception, qui est l'extrême sensibilité aux données externes de ton corps ou internes par rapport à notre position dans l'espace. Fait que de notre corps, on est assis, puis on le sait qu'il va falloir faire un mouvement pour se mettre debout ou qu'on est sur le bord d'une falaise, puis si on va plus loin, on va peut-être tomber. C'est une sensibilité extrême à ces choses-là. Ça peut être négatif si quelqu'un a de la misère à filtrer. Là. Quand on parlait de filtrer les données, puis je ne me rappelle plus du mot, mais filtrer les données de l'externe par rapport à ce qu'on perçoit, ça peut être négatif, mais ça peut être très positif dans le cas, on parle d'athlètes. Des gens qui se positionnent bien, qui voient c'est une facilité au sport, à bien lancer, placer une balle. Quand j'étais jeune, on jouait ensemble entre amis. Là. J'étais pas mal le seul qui pouvait le lancer par-dessus le marbre de home plate pour que les gens puissent frapper. Puis pour moi, c'était pas difficile de faire ça. Là. Mais j'avais une hyper proprioception par rapport à ça. Ça peut être dans les jeux vidéo un peu. On parle ici de la coordination, là, le hand-eye coordination. On parle des choses comme ça qui peuvent être... dans l'espace, puis... ouais. Oui. Le troisième caractéristique observable, c'est hyperlatence. On parle ici du rassemblement du vécu, des apprentissages, pour ensuite modifier notre comportement la prochaine fois. Puis on compare le passé, l'actuel, puis ça informe notre réaction aussi. Donc, c'est une façon de un peu voir le monde, faire une méta-analyse perpétuelle, donc de toujours rassembler les données, d'essayer de trouver des fils conducteurs. Mais ça donne lieu à une compréhension, une plus grande intégration à des apprentissages qu'on a eus avant. C'est ici qu'on forme des nouvelles idées, des découvertes, oh my God, voici comment les choses sont liées ensemble. Cela dit, ça peut être une source de ruminance aussi. Ça se dit rumination? Rumination. On continue à y penser aux liens. Excessivement. On n'est pas capable de s'arrêter de ça. Puis peu importe, je pense qu'il y a des techniques là, qu'on va parler un petit peu plus tard, mais des techniques comme écrire un journal intime ou écrire à chaque jour là, les choses qui se passent pour pouvoir externaliser nos stress, nos idées, puis après ça, on n'a plus besoin d'y penser parce que c'est fait. C'est aussi une façon, en fait, l'hyperlatence, c'est aussi de ressentir que notre inconscient ressent avant le conscient. Donc, une perception d'un changement de mood dans un endroit, une perception, fait que ça inclut là-dedans. Puis on disait interne ou externe au corps, là. Donc, tu sais, moi, par exemple, mon burn-out, mon inconscient le savait bien avant mon conscient qu'il était temps que j'arrête. Puis à un moment donné, ben, c'est le corps qui a pris le coup. Parce que moi, dans ma tête, j'étais là, ben non, je vais plus m'organiser. Hein? Si on revient à mon hyper-contrôle, je vais mieux m'organiser, je vais plus m'occuper, je vais tout structurer, ça va bien aller, je suis encore capable, je continue. Ben, à un moment donné, ça a juste flanché. OK. Puis, est-ce qu'il y a des questions que tu te poses, comme dans l'entre-deux, de dire, mon inconscient, il est certain de ça, puis à un moment donné, tu réalises, puis tu dis, oui, c'est ça. Y a-t-il des questions que tu te poses toi-même? Qu'est-ce que tu veux dire des questions que je me pose moi-même? Comment tu fais pour arriver à la réalisation consciente? Non, c'est juste tu le sais. C'est comme l'instinct. OK. Puis à un moment donné, ben, le lien se fait. Tu sais, à un moment donné, tu as comme une épiphanie, puis ton cerveau, là, tout d'un coup, ton conscient, il sait. Mais
tu te rends compte que, tu sais, on dit hindsight is 20/20, là, quand tu regardes Mhm. derrière, la vision est 20/20, tu fais ah, OK, là, je comprends pourquoi je me sentais comme ça. Ah, puis pas juste par rapport au burn-out, là, par rapport à des trucs que tu as pu dire que ça allait se passer avant que ça se passe. OK. On appelle ça de l'intuition, le sixième sens. Ben, c'est ça. L'hyperlatence, c'est ça, c'est sous ça. Là. Ouais. OK. Puis ça me fait penser, on parlait tantôt des maths au secondaire, où moi, je savais la réponse, mais j'écrivais pas mes étapes, là, comment me rendre dans la réponse. Puis la prof disait à ma mère, ben là, il faut qu'il écrive, là, parce que faut qu'on sache comment il est arrivé à ça. Mais pour moi, il n'y avait pas un... Je le faisais pas dans ma tête en étapes. C'est juste j'arrivais à la réponse. Puis je savais. Puis j'étais quand même capable de dire après comment arriver à ça. Mais pour moi, c'est une façon de penser complètement différente. Mm-hmm. Puis, tu voyais pas l'utilité de faire les étapes parce que tu savais déjà la réponse. Tu n'avais pas besoin oui, j'avais la d'apprendre. bonne réponse. Fait que pourquoi je vous démontrerais comment? Je le savais. Fait que pour moi, ça n'avait pas de sens. J'ai compris pourquoi plus tard, là, en faisant des rapports de lab, là, puis que quand on dit un rapport de lab, quelqu'un devrait être capable de répéter ce que tu as fait. Oui. Ça fait partie de la méthode scientifique. Mais en secondaire 2, là, je m'en foutais pas mal de ça. Là. Ouais. Avant de passer au complexe versus laminaire, c'est intéressant de voir que les auteurs insistent aussi dans le livre que cette cognition augmentée ne signifie pas automatiquement un génie ou une réussite exceptionnelle. Là. Mais c'est plutôt une manière différente d'habiter le monde. Donc, façon différente avec l'intuition, la pensée rapide et tout ça. Parfait. Donc, entrons dans le vif du sujet, complexe versus laminaire. Puis on met de l'avant là, que les gens ne sont pas un ou l'autre. On est un mélange de ces choses-là. Souvent, on va parler de ratio. Tu veux dire un mélange de complexe versus laminaire? Laminaire, oui. Okay. Fait que tu peux pas dire que quelqu'un est 100% complexe. Puis qui a les comportements qui démontrent ou juste 100% laminaire. Non, c'est ça. Fait qu'on peut être un 70-30, un 60-40, on ne sait pas. Exactement. Exactement. Donc, parler complexe. Parles-tu complexe en premier? Oui. Donc, philo-complexe, je vais juste lire un petit paragraphe qui vient du livre. C'est pas du monde simple. Commencez par ça. C'est pétillant, créatif, magnétique, une foule d'idées originales, une perception aiguisée, des émotions à fleur de peau qui rendent leur vie intérieure passionnante, mais leur relation avec leur environnement, disons, inégale. C'est des réactions différentes des fois. Là. L'esprit foisonne et fulmine. C'est des beaux mots, là, mais c'est comme un bouillon là, qui... mais toujours en quête de vérité puis du sens. Puis la pensée visionnaire qui a du mal à trouver sa voie ou s'ajuster à la réalité du moment. Le cœur s'embrase pour un sourire ou une marque de désapprobation. On parlait de le point d'exclamation tantôt. Mm-hmm. La révolution est toujours une option. Puis ici qu'on parle des animaux, puis l'animal, que moi je ne savais pas c'était quoi, il fallait que j'aille chercher ça, c'est le Ouistiti. Donc, avant d'aller plus loin, on va se dire, on va dire que qu'est-ce qu'on est. Fait que moi, je pense que nos auditeurs le savent déjà, là, moi je suis complexe. Et toi, tu es laminaire, celui ce dont on va parler après. Mm-hmm. Fait que le Ouistiti, qui est l'animal vif, bruyant, est toujours en mouvement. Donc, tu l'as dit, là, pensée explosive. Tout part dans plein de directions, c'est la pensée en arborescence permanente. Mm-hmm. Donc, tu pars avec une idée, finalement, tu en as 10, puis tu as 50 ramifications à cette idée-là. Tu as une subjectivité forte. Fait que le complexe n'observe pas juste le réel. Il interprète tout le temps. Le monde passe tout le temps par son filtre. Donc, une vision originale, créativité, intuition, j'ai de la misère narrative et parfois une déformation cognitive. Il y a aussi de l'intensité émotionnelle. Je pense que j'en ai déjà beaucoup parlé depuis le début. On vit tout très fort. Fait que un enthousiasme immense, une angoisse immense, une colère intense, puis de l'exaltation. Ça peut redescendre aussi rapidement que ça a monté. Rapport
compliqué avec l'autorité. Fait que opposition, contestation, transgression. Fait que c'est pas forcément par ego. C'est souvent parce que ça fait pas de sens pour moi. Puis on en a parlé justement dans les 2 derniers podcasts. On a une fragilité exécutive, donc on peut être brillant mais incapable de finir, organiser, structurer, prioriser. Fait que c'est un grand paradoxe. On fait de l'auto-sabotage. Fait que le livre insiste là-dessus justement parce qu'on pense trop. Donc, doute, on suranalyse, on a peur, puis on se fait de la dispersion. Là, on a l'air d'avoir dit plein de trucs négatifs, là, mais il y a aussi, tu sais, des forces, donc créativité, disruption dans le sens où on peut arriver avec des nouvelles idées que les gens auxquelles n'ont pas pensé, donc innovation, pensée originale, on a souvent une vision puis un sens très critique. Les risques, ben écoute, burn-out, anxiété, isolement, sentiment d'incompréhension et obsession, puis TDAH-like. Fait que moi, j'ai souvent pensé que j'étais peut-être TDAH, mais là, on vient de comprendre. C'est parce qu'il y a des traits, des caractéristiques puis des traits du complexe qui ressemblent au TDAH. Fait que, écoute, j'aimerais ça t'amener un petit exemple du complexe avant qu'on parte. On parle du laminaire. Fait que si on voulait mettre ça là, en image, en fait, OK? Le filio-complexe, là, c'est comme recevoir une voiture de course ultra performante sans manuel d'instruction. Fait que le moteur, il est exceptionnel. Ça accélère plus vite que presque tout ce qui l'entoure. Les réflexes sont rapides. Le système détecte tout. Le problème, l'accélérateur est hyper sensible. Tu touches un peu, ça part à 180. Un petit commentaire, accélération émotionnelle. Une nouvelle idée, accélération mentale. Un problème à résoudre, le moteur rugit immédiatement. Le GPS, il propose 42 routes en même temps. Le système audio, toujours allumé. Le détecteur de proximité capte absolument tout. Les tensions, les signaux, les émotions, les dangers, les possibilités. Puis des fois, les freins répondent, mais avec un délai. Fait que donc, oui, c'est une machine extraordinaire, mais si tu comprends pas comment la conduire, c'est épuisant pour toi puis pour les passagers. Effectivement. Donc, je trouvais ça intéressant de mettre une image, de le mettre en image avec quelque chose de tous les jours. OK. Puis si tu avais des conseils à donner, ça fait partie du livre que tu as eu un sommaire. Est-ce que ton sommaire t'a donné des conseils? Parce que non, le sommaire ne m'a pas donné de conseils et j'en prendrais bien si tu les as. Si tu les as pas, ben on en reparlera une autre fois. Mais si tu les as, oui, il y en a quelques-uns que j'ai ressortis ici. Au travail, tenter de donner de l'ouvrage qui est composé de missions ou de projets. Mode projet. C'est mode projet, quelque chose à faire, puis de successifs, des domaines variés, des choses différentes qu'on peut faire, qui provoquent des émotions fortes. Donc, qui sont là pour prendre avantage, si tu veux, de la façon dont tu penses, puis de résoudre des énigmes, des problématiques. D'ailleurs, il donne ça dans le tous les jours, que ce soit au travail aussi, là, c'est de, si tu veux calmer, je veux dire, un peu l'esprit, puzzle, jeux vidéo, sudoku, des énigmes, jeux de cartes, tout ça. Là, je vais faire une petite parenthèse. Là. Les casse-têtes, ceux qui me connaissent bien savent que je peux passer des heures et parfois des jours à faire des casse-têtes. Et là, je trouve ça intéressant que tu me dises ça parce que moi, je ne savais pas là, que scientifiquement, entre guillemets, c'était prouvé là, d'aider. Mais moi, j'ai toujours dit, ça calme mon cerveau. C'est les seuls moments où je ne pense pas. Puis je suis très rapide à faire les casse-têtes aussi. Là. Je le vois tout de suite, le morceau, il va où, mais j'aime ça, puis ça me calme, moi, totalement. Fait que je suis contente de voir que mon inconscient l'avait compris. Oui, ben, ce qu'on parle, c'est qu'ils permettent de mettre l'esprit au repos, d'écarter l'angoisse, tout en réfléchissant. Donc, c'est pas que tu arrêtes de réfléchir, c'est que tu changes le focus. Ça calme peut-être la vitesse de réflexion, en fait. Ouais. Oui, ben, parce que ça prend, je pense, selon moi, là, ça prend une partie de l'énergie
Donc, Mmh. on a quand même un max. Je sais qu'il y a beaucoup d'énergie, là, mais il y a quand même un maximum, puis occuper une certaine partie de ça. Puis, de façon intéressante, juste parenthèse rapide, là, c'est un petit peu il y a un principe de ça sur les traumatismes. Fait que si on vit un traumatisme, il y a des suggestions qu'on devrait tout de suite essayer de changer le focus du cerveau. Puis souvent, les gens vont faire ça avec des jeux vidéo. Fait que tu vis un Ouais. traumatisme, aussitôt que tu peux, joue un jeu vidéo parce que ça vient distraire ton cerveau. Puis Associer des choses positives, des les positifs endorphines. ou changer ce dont tu te rappelles du moment. Ouais. Fait que ça vient réduire le traumatisme. C'est intéressant, mais c'est un peu ça, c'est l'approche, c'est de dire de réduire le focus sur ce que tu avais mis. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. On a des difficultés à gérer l'anxiété, la colère, la déception. Mais là, on est dans les outils, là. Fait que ouais. Les conseils. Il y avait aussi rappeler les accords Toltec, que ça s'appelle. Oui. Que ta parole soit impeccable. N'en fais pas une affaire personnelle. Ne fais pas de suppositions. Fais toujours de ton mieux. Puis, se rappeler ça, c'est ce qu'on dit là. Puis aussi, estime de soi versus confiance en soi. Ah, ça, là, ça m'a tellement marqué parce qu'il n'y a pas si longtemps, bon, j'ai fait du travail en hypnothérapie, puis on s'est rendu compte que c'était l'estime de moi qui avait un problème et non la confiance en moi. Parce que moi, j'ai toujours dit, hey, je manque tellement de confiance, j'ai pas la confiance pour faire ça. Puis les gens me disaient, voyons, Marc-Claude, tu veux-tu rire de nous? Là? T'es comme, tu as l'air tellement en confiance de toi et de tes moyens. Puis j'étais là, mais non, mais t'as aucune idée, là. Je suis pas bien, je suis pas sûre. Puis dans le fond, écoute, carrément, là, l'hypnothérapeute, elle me l'a dit, tu sais, c'est l'estime de toi. C'est pas juste de l'hypnose, là, on jase, c'est une thérapie. Puis c'est vraiment l'estime de moi qui était le problème. Puis on a travaillé là-dessus, justement, en janvier, puis ça a beaucoup amélioré, là, mon côté d'estime de moi. Mais écoute, j'en revenais pas quand j'ai lu ça dans le livre. Parce que cette partie-là, je l'avais lu, puis j'en revenais pas, là. J'étais là, OK, mon Dieu. Parce que on la connaissait pas, on la connaît pas nécessairement, cette différence-là, entre confiance et estime. Mm-hmm. Oui, c'est deux choses différentes. Reliées, là, mais deux choses différentes. Oui. Puis il y avait une citation qui est sortie. Les joutes verbales et les discours clivants sont assez communs chez les complexes, car à leurs yeux, la vérité, la leur, est incommensurablement plus importante que l'harmonie sociale. On va terminer ça là-dessus pour le complexe. C'est bon. C'est bon. Ça dit tout. Donc, on passe au philo laminaire, qu'on appelle les couteaux suisses. Puis apparemment que ça me parle. Puis oui, parenthèse rapide, là, en le lisant, là, c'est moi. Écoute, Cela dit, il y a des même chose choses dans pour le moi quand j'ai lu complexe le tien. aussi. Là. Oui, bien, on vient de le dire, on n'est Oui. pas 100% un ou l'autre, mais moi, quand j'ai lu Laminaire, parce que là, on va le dire, Mel Poana, elle en parle aussi dans son livre, c'est beaucoup plus condensé. Écoute, moi, je lisais ça, je te l'ai dit l'été dernier, il y a 1 an, je t'ai dit, oh mon Dieu, John, c'est sûr que t'es ça, puis toi, t'es Laminaire. Je te l'avais dit tout de suite. Fait que c'est sûr que ça te parle, moi aussi, là, ça me parle pour toi. Voulais-tu que je le lise ou tu veux lire la définition? Je peux le lire. Go. Donc, on aime les philolaminaires parce qu'ils ont une belle ouverture d'esprit. Ils ont leur pondération, leur recherche perpétuelle de consensus. Ils pensent bien, puis ils pensent juste. Pas de fioritures, sont solitaires, mais à l'aise en société. Pas particulièrement proactifs, mais toujours contents de découvrir de nouveaux horizons. Respectueux du système, mais sachant contourner habilement les règles quand il l'estime cela nécessaire, à l'inverse du complexe qui, lui, va contre l'autorité, puis il est beaucoup plus criant. C'est que la différence dans celui-là, tu dirais, on voit une barrière, le laminaire, lui, il dit, ben écoute, il y a une petite route à côté, là, je vais juste prendre cette route-là, puis ça va bien aller. Tandis que le complexe va dire, barrière, direct au travers. Ben, on se dit, pourquoi il y a une barrière là? On va l'enlever, ça n'a pas rapport. On va l'enlever, la barrière. Puis on l'enlève, puis on passe. C'est ça.
Puis si on peut pas l'enlever, ben on va s'assurer de critiquer comme il faut pourquoi ça n'a pas de bon sens qu'il y ait une barrière là. Ben, exact. OK. Où est-ce que j'étais rendue? Habilement les règles, c'est ça. Quand ils estiment cela nécessaire, donc on contourne les règles habilement, tu contournes les règles habilement quand c'est nécessaire. Tu joues avec, donc le laminaire joue avec les éléments mieux que personne. Ils sont les rois de la suggestion et de l'implicite, les piliers de toute organisation sociale. C'est leur talon d'Achille, par contre, leur besoin de filtrer leur vie de façon hyper rationnelle, qui peut les rendre hermétiques à leurs propres émotions, qu'ils fuient, parfois comme la peste, et remplacent volontiers par des émotions de surface ou par des sensations. Fait que sur le plan émotionnel, le contraste est frappant. Le complexe ressent intensément et parfois douloureusement. Et le laminaire, lui, comprend très bien les émotions d'autrui, mais garde une distance plus fonctionnelle. Fait qu'on revient encore à empathie versus sympathie. Puis je Fait que vais... là, oui, continue. non, mais je voulais te faire comme tantôt, te donner l'animal, puis tout ça, avant OK. qu'on tombe au... l'animal, l'exemple, après ça, tu tomberas aux outils, c'est ça, ou en tout cas aux recommandations. Oui. Parfait. Donc, l'animal, dans ce cas-ci, c'est l'ours. Il est autonome, puissant, peu démonstratif, capable de survivre seul, mais fonctionnel en société. Fait que les caractéristiques majeures, c'est pensée organisée. Il rationalise, structure, hiérarchise, il construit des systèmes. Deuxième caractéristique, l'hyperconscience. Il voit vite les enjeux, les dynamiques sociales, les attentes implicites puis les conséquences. Il y a une adaptation sociale élevée. Donc, contrairement au cliché du HPI marginal, là, le laminaire, il est souvent très intégré socialement. Il peut exceller, par exemple, en entreprise, en institution, en leadership, puis en coordination. Moi, j'ai toujours dit, John, tu es un super bon leader, puis tes employés te l'ont toujours dit aussi. L'autre caractéristique, c'est l'empathie fonctionnelle. Donc, important, le livre distingue pas forcément compassion émotionnelle, mais compréhension précise d'autrui. Donc, c'est très utile en management, en négociation, en coaching, puis en diplomatie. Et l'avant-dernière, un contrôle émotionnel. Donc, il filtre, il canalise, rationalise. Quand c'est sain, ben, ça égale de la solidité, mais quand c'est excessif, ça égale de la rigidité puis de la somatisation. Puis finalement, ben, le rapport à l'autorité, il n'est pas rebelle frontalement, comme le complexe, mais il contourne si nécessaire. Donc, c'est très subtil. Ses forces, fiabilité, leadership calme, stratégie, cohérence, endurance et intelligence sociale. Puis ses faiblesses, pas ses faiblesses, c'est les risques, pardon, la suradaptation, la perte d'identité, la rigidité, la froideur perçue, puis la répression émotionnelle. Si je pouvais transmettre ça en exemple, je ferais ça, je donnerais l'exemple d'un centre de contrôle aérien. Fait que le phylolaminaire, c'est comme une tour de contrôle aérienne. Il est calme, il est méthodique, il est toujours attentif, il observe tout, il analyse en continu. Trajectoire, les risques, les dynamiques, les interactions, puis les timings entre les avions. Quand tout le monde panique, la tour, elle reste calme, elle. Elle voit le portrait global, elle comprend comment éviter les collisions. Elle guide, elle coordonne et réorganise. Le problème, une tour de contrôle gère tous les avions, mais personne ne demande comment va la tour de contrôle. Et à force d'être celle qui maintient l'ordre, elle peut perdre contact avec son propre chaos intérieur. Puis il y a tellement de choses. J'ai pris un paquet de notes, puis j'essaie de pas... On n'en parlera pas de toutes mes notes. Non, parce qu'il nous reste à peu près 5-10 minutes maximum. Oui, mais il y en a qui m'ont parlé énormément. Puis j'essaie de voir dans mes notes lesquelles exactement je vais sortir. Ben, il y en a un que j'ai dit, puis je l'ai mis dans les notes, tu l'as vu, là. Puis je dis, ah ben, tabarnak. Je vais te laisser boire, là, pas que tu craches ça. Là. Mais ce que ça dit, c'est ils aimeraient en effet renvoyer une image moins propre d'eux-mêmes et sont parfois agacés quand on les qualifie de Monsieur Parfait. Qui t'appelait Monsieur Parfait? Je sais pas. Notre belle Hélène Boucher. Puis que... Ma tante. Oui, puis que moi je disais non. Parce que ça met de la pression.
Tu dis, autant que c'est bien bon de se dire, ah, j'aimerais ça être parfait. On le sait que personne n'est parfait, un. Mais deux, après, il y a de la pression. Puis je pense, en lisant le profil dans le livre, il y a beaucoup de choses que ça m'a fait réaliser sur moi-même. Puis que je vais aller à une autre note en particulier, là, de dire, ça disait qu'on est susceptible de développer une crise identitaire à certains moments. Puis, pour donner un sommaire, c'est simplement parce que les laminaires s'adaptent beaucoup à leur environnement. Puis, comme tu disais tantôt, un complexe peut voir quand les choses changent. Puis, le laminaire peut aussi, mais c'est de la façon dont on interprète et on réagit à ces choses-là. Puis, dans l'adaptation, on prend beaucoup les besoins de l'autre en compte. En compte. Puis fait toujours en s'adaptant, on se perd. Puis ça, ils ne le disent pas dans le livre tout à fait comme ça, mais moi, c'est ce que ça m'a fait réaliser. Puis, au cours de ma carrière, j'ai fait le lien entre ça fait 25 ans que j'ai pas un emploi que j'ai postulé, que c'est des gens qui viennent me chercher, qui me demandent si je veux faire X, Y, Z. Puis le livre m'a parlé de vraiment, je vais dire deux choses. Un, c'est que on dit que les laminaires arrivent dans une pièce, puis ils ont une certaine prestance, puis les gens sont attirés vers eux à cause de leur calme, à cause de la façon de s'adapter, de pouvoir parler à un peu n'importe qui. Mais ça m'a parlé aussi de cette crise existentielle-là qui dit « Moi, je veux quoi? » Puis j'ai pris des jobs, c'est super, là, j'ai adoré ma carrière à date, puis j'espère que quelqu'un d'autre me propose de quoi, au lieu que moi, je suis obligé d'aller me vendre. Mais en même temps, c'est que je prends ce qui est disponible. Puis est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Puis dans le fond, ça a été plutôt « Wow, ça a l'air intéressant, OK. » Parce que j'aime ça apprendre. Fait que est-ce que c'est ce que je veux? Oui. Mais est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Je ne sais pas. Pas sûr. Puis là, je me retrouve un petit peu dans cette situation-là en ce moment dans ma vie où je me pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment? Oui. Si quelqu'un m'offre quelque chose, est-ce que je vais le prendre parce que c'est intéressant puis ça paye les factures? Ou est-ce que je vais me questionner plus? Intéressant. On avait plein de questionnements par rapport à tout ça, John, par rapport au complexe, par rapport au laminaire. Tu sais, moi, je me demande, y a-t-il une façon de savoir c'est quoi notre pourcentage? Ça, c'est une question que je me pose. Après ça, est-ce que tu penses qu'on est plus complexe sous le stress ou est plus laminaire en sécurité? Moi celle-là, j'ai une réponse partielle. Généralement, ce que les études nous démontrent, c'est que les gens viennent se rabattre sur ce qui est naturel pour eux. Fait que quelqu'un qui est plus complexe, oui, dans le stress. Dans un moment de stress, dans un moment où c'est plus, je vais dire, le cerveau émotionnel qui répond au lieu du cerveau rationnel qui prend plus de temps. Généralement, on se rabat sur notre expertise. Puis notre expertise, dans ce cas-ci, ce serait le complexe ou le laminaire. Donc, on viendrait se rabattre, puis notre réaction va être, c'est complexe, ça va être beaucoup plus sur le moment, puis le laminaire, puis on l'a déjà vécu, là, attends, j'ai besoin de 10 minutes, là. Puis je me referme, ça je le sais, là. Je me ferme la gueule, puis je sais pourquoi, là, parce que je ne veux pas dire des choses que je vais regretter plus tard, ou devenir condescendant, d'abaisser l'autre. Parce que moi, quand je deviens plus émotionnel comme ça, je sais que j'ai une tendance à faire ça. Fait que je fais très attention que ça ne m'arrive pas. Fait que ça, c'est une question. Ben, moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Là. En moment de stress, c'est plus difficile de gérer et de contrôler mon complexe là, que de tous les jours. Tu sais, tous les jours, ça va. Puis j'ai plus de laminaire quand je suis relax que quand je suis stressé. Ça, c'est sûr. Je l'ai remarqué. OK. L'autre grosse question que je me pose, moi, c'est en lisant tout ça puis en disant ça me ressemble, ça me ressemble, ça me ressemble, est-ce qu'on est en train de vivre ce qu'ils appelle l'effet, c'est l'effet Barnum, mais c'est vraiment l'effet Forer,
qui est la définition. Barnum, c'était P.T. Barnum, il y avait des cirques, puis il disait des choses de façon assez générique. Fait que c'est une description qui est trop générale, puis qui semble nous rassembler. Puis ça a été démontré, ça fait longtemps, là, c'est 1948, qu'il y a un psychologue qui est Bertram Forer, qui, dans le cadre d'une expérience en classe, il remet aux étudiants ce qu'il dit qui est des profils de personnalité individualisés. Donc, c'est ça qu'il dit. Mais en réalité, tout le monde a eu la même description là, vague. Puis, la plupart l'ont jugé très exact. C'est un peu comme l'horoscope. On va dire de quoi de tellement générique là, que c'est très possible que ça t'arrive aujourd'hui de rencontrer quelqu'un que tu ne connais pas. Puis, ben oui, je l'ai rencontré. Puis là, dans notre tête, on va dire que c'est la réalité, mais c'est tellement générique que ça peut être bon pour tout le monde. Donc, quand on lit les caractéristiques, est-ce que cet effet-là qui se fait que tu dis « Ah, ça me ressemble, ah, ça me ressemble, ah, ça me ressemble », puis on oublie tout le reste? Ben, moi, je te répondrais pour ma part. Je trouve que c'est une très bonne question à demander à nos auditeurs, s'ils veulent nous répondre, eux, ce qu'ils pensent. Mais moi, je vais te répondre de mon point de vue. Moi, je te dirais que dans mon cas, c'est non. Peut-être que pour toi, oui, parce qu'on va se rappeler que toi, tu n'es pas allé faire les tests. Moi, je les ai faits. Donc, moi, je le sais que je le suis. HPI. Tu sais, sur papier, là. On le sait que tu l'es aussi, là. C'est pas ça que je veux dire, mais moi, ça a été prouvé cliniquement avec un neuropsychologue et tout le kit. Et de ce point de vue-là, quand je lis complexe et laminaire, ben, je veux dire, moi, tu m'annonces que je suis 80 complexe, 20 laminaire, je te crois, là. Tu me dis, je suis 90-10, je te crois. Je suis tellement complexe, là, je veux pas dire, no pun intended, là, dans le sens, oui, dans les deux sens, mais dans le sens de notre sujet aujourd'hui, que c'en est épeurant. Donc, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. Mais je te dirais que ce qui m'est venu en tête, par contre, c'est quand on a parlé des 25 caractéristiques de Mel Poana, les 2 derniers épisodes. Dans ce cas-là, je pourrais dire que oui, peut-être, parce qu'on n'avait pas tout le côté scientifique qui vient avec le complexe et laminaire. On l'a dit, toi et moi, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais dans le livre, il y a toute une section où il parle de le laminaire utilise plus le côté gauche ou le côté droit, puis là, je ne veux pas dire de niaiserie, je ne le sais plus, là, et le complexe, l'autre chose. Donc, le côté de la parole, le côté de l'émotion, le devant frontal ou le derrière. Fait ils ont tous fait des études cliniques là, où les gens avaient des électrons, puis qui les mettaient dans des situations, puis ils voyaient les réactions cérébrales. Donc, dans cette optique-là, pour moi, la réponse à ta question, c'est non. Je pense pas qu'on généralise trop, pas pour moi en tout cas. Mais je serais hyper intéressée de voir nos éditeurs, ils pensent quoi, parce que moi, je suis déjà dans ce... Tu sais, c'est mon milieu, mon monde en ce moment depuis 1 an, là, depuis que j'ai découvert, puis là, je lis là-dessus, puis là, j'essaie de comprendre, je fais « Oh mon Dieu », puis j'ai des révélations incroyables. Mais peut-être que j'ai le nez bien trop dedans, là. Peut-être que... Puis je dois dire, moi, c'est ce livre-là m'a marqué plus que les autres. Juste parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'exemples que... Tu as plus parlé, c'est ça que tu veux dire. Tu sais, tu t'es plus reconnu, oui. Beaucoup plus reconnu là-dedans en termes de... Les exemples qu'il donnait, de dire, culture, parce qu'il parlait à un moment donné de culture générale. C'est quelqu'un qui connaît beaucoup de sujets, capable de parler sur beaucoup de choses, parce que, pour moi, parce qu'il y a un intérêt pour tout. Tout est intéressant. Il y a une façon de rendre tout intéressant. Ouais. Puis de poser des questions, le pourquoi, comment. Moi, ça m'avait vraiment parlé. Puis, il y avait aussi l'élément de... Il parle à un moment donné de survie. On fait ce qui est nécessaire pour la survie. Puis, ce que ça veut dire, c'est que ça m'a parlé du côté financier. Je sais qu'est-ce qu'il y a dans mes comptes de banque, je sais qu'est-ce qu'il y a dans mes investissements, puis je les vérifie de façon régulière pour me rassurer. C'est pas une question de est-ce que je vais faire de quoi de différent avec mon argent. Non, c'est est-ce que j'en ai assez pour survivre. Puis, je pense que ça vient de plusieurs sources quand j'étais plus jeune, mais en même temps, c'est là. Mais j'ai pas besoin d'énormément de choses. Puis en ce moment, je suis en période de transition vers du plus simple. Ouais. Puis ça m'excite.
de, de dire de moins en moins là, de choses. Là, ça m'excite, mais parce que je sais que j'ai pas besoin d'énormément d'affaires. J'ai pas besoin de la maison de 4000 pieds carrés pour être content. Non, on Pour n'a moi, c'est un jamais. Ouais. fardeau. C'est Mhm. Totalement. c'est des choses comme ça là, qui m'ont vraiment parlé. Je serais curieux de savoir dans l'auditoire les exemples, que ce soit personnel au travail, parce que ça, on n'a pas parlé énormément, mais au travail, c'est quand même des défis. Là. Oui, on va en parler. C'est un des sujets que je voulais aborder, là, mais il va falloir aller faire plus de lecture là-dessus parce que c'est ça. Oui, il y a toute une composante de côté travail. Là. Tu sais, il disait d'ailleurs, le laminaire fonctionne très bien en entreprise. Il n'en parle pas dans le complet. Ben, je ne sais pas s'il en parle dans le complexe, j'ai pas lu le livre au complet, mais moi, je peux te le dire qu'en entreprise, c'est pas toujours la meilleure solution parce qu'on a de la misère avec l'autorité. Quand les choses font pas de sens, on a de la misère à le faire. Ça nous prend plein de choses différentes. Tu sais. Moi, l'événementiel, c'est pas pour rien là, que j'ai été là-dedans longtemps parce que ça me parle pour ce besoin-là, mode projet, mode touche à plein de Mhm. trucs, que ça soit pas redondant, en fait. Tu sais. Mais puis pour moi, c'est un peu. Il faut les deux, c'est complémentaire. Parce que sans l'émotionnel, l'artistique, l'impulsif, on perd des choses. Ouais. On perd de la créativité. Euh, mais L'innovation. oui, Ouais. absolument. Ouais. Absolument. Donc, définitivement, moi, je serais super intéressée. J'espère qu'on va avoir des commentaires. On n'en a pas eu beaucoup à date, mais j'espère qu'on va en voir. Je serais vraiment curieuse. Vous ayez eu une pensée sur nous-mêmes, genre que vous nous connaissez, puis vous vous dites, ah mon Dieu, Marc-Claude, c'est tellement toi, ou ah non, ça, je t'ai pas reconnu, ou même chose avec John, comme je trouverais ça vraiment le fun d'avoir des commentaires. Fait qu'écoute, je pense que ça clôt l'épisode. J'espère qu'on a bien expliqué les concepts. Merci, John, d'avoir lu le livre. Ça fait plaisir. Ça m'a Fait beaucoup intéressé. Là. Fait que ça, c'était le fun. Puis là, qu'est-ce qui se passe à notre prochain épisode? On va avoir un invité. On va pas nommer le nom tout de suite, mais on va avoir un invité, notre premier invité. Oui. Qu'on pense qui est HPI, mais qui. On pense, mais on va en discuter avec lui, puis on va voir. Donc, c'est ça. Écoute, merci, John, pour ce beau podcast aujourd'hui et ta lecture. Puis Puis, on on aimerait se remercie remercier, oui, Maxime Lauzon pour la musique. absolument. Il faut faire ça. Puis la production, ben Marc-Claude et John, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la Merci. production, l'editing, l'écriture, la production. Ouais, On fera notre liste à la fin là, de toutes les choses qu'on dans doit le faire. générique. Oui, Ouais, exactement. c'est bon. Exactement. Super. Fait qu'on se reparle dans 2 semaines avec un Oui. invité. Puis, OK. parenthèse, après l'épisode, j'ai remarqué de quoi? Puis, on pourra le couper si tu veux pas le couper. J'ai remarqué de quoi? La position des caméras, ma tête a de Oui. l'air énorme par rapport à la tienne. Quand on les met. Parce que tu es plus proche. Ma caméra est plus loin de toi. On l'a dit, mes écrans sont plus loin. Ouais, moi, je trouve ça crampant. Je l'ai remarqué comme à 2 tiers de l'épisode. Là, dans ma tête, je n'étais plus capable de m'en sortir. Bon. Là, une tête énorme. Là, la petit. Notre but avec ce podcast, c'est de rendre le HPI plus compréhensible, plus humain et surtout moins solitaire. Alors, si cet épisode vous a aidé, partagez-le. Peut-être que quelqu'un, quelque part, en a besoin aujourd'hui. Vous pouvez nous écrire, on lit tout et ça nourrit ce qu'on crée ici. Merci de nous accompagner dans cette aventure.